Bonjour à tous et merci d'avoir rejoint notre webinaire. Je suis Manon Soubiès-Camille, consultante chez Twiby, et aujourd'hui, nous allons voir ensemble quelles sont les 3 clés du succès de la satisfaction client avec Jira Service Desk. Alors je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse Jira Service Desk, donc on va commencer par une présentation de cet outil. Ensuite, je vous ferai une démonstration en direct de ses fonctionnalités. Et enfin, on terminera par une phase de questions-réponses. Vous voyez sur la droite de votre écran une section qui s'appelle Questions. C'est ici que vous pouvez poser toutes vos questions tout au long du webinaire. Donc vraiment n'hésitez pas, notamment pendant la démonstration, et on y répondra à la fin. Alors commençons par Jira. La société australienne Atlassian a créé Jira en 2002. À la base, c'était un système de gestion de bugs similaire à Bugzilla. Et depuis, en presque 20 ans, Jira a bien évolué et c'est désormais utilisé par plus de 100 000 équipes dans le monde. Aujourd'hui, Jira est proposé en 3 options. Donc on a Jira Core, Jira Software et Jira Service Desk. Jira Core, c'est le module de base de Jira, c'est un outil de gestion de projet et de tâches. Il est principalement utilisé par les équipes non informatiques, comme par exemple le marketing ou les ressources humaines. Jira Software, c'est Jira Core plus une couche software. Donc en fait, c'est un outil de gestion de projet agile. Vous allez retrouver toutes les fonctionnalités de Jira Core, comme la gestion de tâches et les cycles de vie, mais aussi des fonctionnalités agiles, comme les tableaux Kanban et les tableaux Scrum. Et enfin, Jira Service Desk, c'est Jira Core plus une couche Service Desk. C'est un outil conçu pour les équipes de support et d'opération. Et donc, dans Jira Service Desk, en plus de Jira Core, on va retrouver des fonctionnalités comme les SLA, donc les accords de niveau de service, le catalogue de services dans le portail client, etc. Et c'est donc de Jira Service Desk qu'on va parler plus en détail aujourd'hui. Donc Jira Service Desk est certifié ITIL sur les 4 principaux process IT. Ces 4 principaux process IT, ce sont en fait le Service Request Management, l'Incident Management, le Problem Management et le Change Management. Donc concrètement, une demande de service, ça peut être « j'ai besoin d'un nouvel ordinateur », un incident, ça va être par exemple « le site internet ne fonctionne plus », un problème, ça peut être « le problème d'accès au site internet s'est encore produit », et un changement, ça va être par exemple une mise à jour de la base de données. Donc vous allez pouvoir gérer selon ITIL vos incidents, vos problèmes, vos changements et vos demandes de service au sein d'un seul et même outil qui est Jira Service Desk. Dans Jira Service Desk, on distingue 2 rôles. On a d'un côté les clients, c'est-à-dire les demandeurs. Les clients peuvent ouvrir des tickets et suivre leur historique de tickets déjà créés. Et de l'autre côté, les agents, c'est-à-dire l'équipe de support. Les agents traitent les tickets et communiquent avec les clients pour résoudre leurs demandes. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a que les agents qui consomment des licences. Donc vous pouvez très bien avoir 100 000 clients et 3 personnes dans votre équipe de support. Vous ne payerez que pour les 3 agents. Les clients, ils sont illimités et gratuits, ils ne consomment aucune licence. On peut maintenant passer à la démonstration. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions sur la droite de votre écran. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, on y répondra juste après. Alors pour cette démo, je vous propose d'imaginer qu'on est dans le contexte du centre de support d'une entreprise. En tant que client, donc en tant que demandeur, j'ai un problème avec mes mails et je vais ouvrir un ticket à l'équipe de support. Donc j'arrive sur cette interface qui est très simple, c'est le portail client. C'est la première grande fonctionnalité de Jira Service Desk. On propose un portail dédié aux clients pour qu'ils créent des tickets via une interface simplifiée. Ici, l'apparence est complètement configurable. Vous pouvez appliquer les couleurs de votre entreprise, votre logo, votre image de fond, etc. Alors si on regarde de quoi est composé le portail, on retrouve en haut ici un message qui annonce une maintenance sur l'intranet. Cette annonce, elle a été configurée par l'équipe de support. Ça permet de faire de la communication proactive. Ici, on prévient en amont les utilisateurs qu'une application ne sera pas disponible et ça va nous permettre de limiter les tickets qui seront ouverts pour dire que l'intranet ne fonctionne pas alors que c'est juste dû à une maintenance qui était planifiée. Et on peut très bien aussi utiliser cet espace pour prévenir qu'un incident est en cours et dire aux utilisateurs « nous sommes au courant qu'il y a un incident, nous sommes en cours d'investigation, ce n'est pas la peine de nous ouvrir un ticket pour nous en avertir ». Donc le but de cette annonce,
c'est vraiment de faire de la communication auprès de vos clients pour aller essayer de limiter les tickets qui vont venir polluer votre équipe de support pour des choses dont ils sont déjà au courant. Ensuite, juste en dessous, on arrive sur une barre de recherche à la Google qui peut être connectée à une base de connaissances. Pour ça, il faut lier Jira à un autre outil de la suite Atlassian qui est Confluence, donc c'est le wiki de la suite Atlassian. Et donc là, typiquement aujourd'hui, j'ai un problème avec mes emails, donc je vais décrire mon problème dans cette barre de recherche. Donc je viens écrire problème avec email et on me propose automatiquement des articles de la base de connaissances qui vont pouvoir m'aider à résoudre mon problème. Donc si je clique sur une des propositions, par exemple celle-là, je peux consulter l'article d'aide sans quitter le portail. Et on voit que c'est un article d'aide qui est très complet, je peux consulter des images, j'ai aussi accès à des liens qui vont me rediriger éventuellement vers des URL externes. Voilà, c'est vraiment un vrai article de FAQ qui va me permettre en tant que client de m'aider à résoudre mon problème en autonomie. Mais bon, imaginons que cette fois, aucun article ne m'a aidé. Donc je vais revenir sur l'accueil du portail. Et en dessous de la barre de recherche, je peux naviguer parmi différentes catégories pour créer des tickets de types différents. Donc dans le premier onglet général, on retrouve des formulaires génériques, donc c'est typiquement les plus utilisés comme assistance informatique ou déclaration d'un bug. Ensuite, dans informatique ici, on retrouve des formulaires plus spécifiques, comme par exemple la demande d'un nouvel équipement, donc ça peut très bien être un clavier, une souris, un écran, ou encore un accès Wi-Fi invité. Ensuite, dans l'application, on retrouve des demandes d'accès ou de mise à jour de logiciels, donc c'est vraiment tous les formulaires qui sont relatifs aux applications de l'entreprise. Et enfin, on peut aussi avoir une catégorie RH, donc ressources humaines, qui peut être très pratique pour gérer les nouvelles arrivées dans votre entreprise et centraliser les informations, donc par exemple de date d'arrivée, d'équipements nécessaires, etc. Selon les profils, vous n'allez pas toujours avoir besoin des mêmes équipements qu'il faudra commander pour vos nouvelles arrivées. Et donc cette vue ici donc, des catégories, vous pouvez complètement la personnaliser. Vous pouvez choisir les catégories que vous allez proposer à vos clients et vous pouvez aussi choisir les formulaires qui sont proposés au sein de ces catégories. On reprend notre exemple de problème de mail. A priori, le formulaire de déclaration de bug est plutôt adapté. Donc quand je clique ici pour déclarer un bug, j'arrive sur un formulaire où je suis guidée de bout en bout. On voit que quasiment tous les champs ont une description associée. Donc dans le titre, on me demande de décrire le bug en une phrase maximum. Je vais dire impossible d'envoyer un email. Et quand je saisis le titre, on voit qu'on me propose à nouveau des articles d'aide. Donc le but, c'est vraiment d'inciter le client à consulter les articles de la base de connaissances pour qu'il puisse résoudre en autonomie son problème. À nouveau, on va dire qu'aucun article ne m'aide avec mon problème, donc je ferme la fenêtre de suggestion. Ensuite, on me demande de donner plus de détails sur le bug rencontré. Donc je vais dire que j'ai un message d'erreur quand j'envoie l'email par exemple. Erreur 500 à l'envoi d'un email. L'application impactée, ensuite ici, c'est Outlook. D'ailleurs, on en profite pour voir que ici, ce n'est pas un simple champ texte, mais on laisse la possibilité au client de choisir parmi plusieurs valeurs. Enfin, je peux aussi estimer l'impact. Donc c'est un champ facultatif, on le voit ici. Je vais dire ici que l'impact est mineur, puisqu'a priori je suis la seule impactée. Je peux aussi ici ajouter une pièce jointe. Je vais en profiter pour partager une capture d'écran de mon message d'erreur. Donc ici, avec un simple glisser-déposer depuis mon navigateur de fichiers, je peux directement ajouter ma pièce jointe sur le portail. Et maintenant que j'ai rempli tous ces champs, donc le titre, la description, l'application, l'impact et la pièce jointe, je peux tout simplement cliquer sur Créer ici pour valider mon ticket. Donc mon ticket a bien été créé, je retrouve sa référence en haut ici. Si j'ai besoin d'appeler le service de support, je pourrais leur communiquer cette référence et ce sera une référence commune. Je retrouve aussi toutes les informations que j'avais remplies, donc le titre, la description, l'application impactée, l'impact en lui-même et ma pièce jointe. En tant que client, je suis autonome pour ajouter des commentaires et des pièces jointes si j'ai oublié de dire quelque chose. Donc par exemple, je peux dire ici, ça ne fonctionne pas non plus depuis le webmail. Donc ça c'est utile puisque ça permet en fait au client de pouvoir ajouter des informations sans attendre qu'on lui demande des informations en plus. Et ici j'ajoute mon commentaire.
Sur la droite, je vois ici le statut du ticket, donc en l'occurrence il est en attente de support. Et en dessous, j'ai une action qui est particulièrement intéressante. Ici, je peux annuler la demande. En fait, dans Jira Service Desk, on peut laisser la main au client pour fermer son ticket en self-service. Et c'est très utile quand l'utilisateur final résout son problème tout seul. Ça évite à votre équipe de support d'être polluée par des tickets déjà résolus. On va maintenant passer du côté de l'équipe de support, c'est-à-dire des agents. On voit ici que je suis sur une autre interface qui contient plus d'informations, qui est plus riche et plus complexe que le portail client. Ici, on est sur la vue qu'on appelle donc file d'attente. C'est tout simplement des vues qui filtrent les tickets à traiter. On peut en créer autant qu'on veut et on peut les organiser dans l'ordre qu'on souhaite. Ça permet d'avoir des données pertinentes sur l'ensemble des projets qui se mettent à jour automatiquement, donc sans action manuelle de votre part. Donc l'objectif des files d'attente, c'est de donner de la visibilité sur la totalité des projets. Donc par exemple, dans non attribué, on va retrouver tous les tickets qui ne sont assignés à personne. Dans Action à faire, ici, on va retrouver tous les tickets qui me sont assignés et sur lesquels j'ai une action à faire. Jira Service Desk va ordonner automatiquement les tickets selon l'ordre de priorité que vous lui demandez. Donc par exemple, vous pouvez dire que vous voulez ordonner les tickets selon l'application impactée, selon la date de création du ticket, etc. Et par exemple, ici, si je reviens donc sur la file d'attente globale qui contient tous les tickets, on retrouve tout en haut le ticket qu'on vient juste de créer sur le portail. On retrouve ici donc impossible d'envoyer un email avec notre référence ici SUB62. Donc si je clique dessus, côté agent, on retrouve toutes les informations saisies par le client. Donc le titre, la description, l'application impactée, l'impact en lui-même, etc. Je vois que je suis toujours ici dans le statut en attente de support. Donc je peux faire évoluer le ticket dans son cycle de vie. Donc si je clique ici sur afficher le workflow, je vais voir le cycle de vie du ticket. Ici, donc, on suit un workflow très simple. Le ticket est ouvert, puis en cours de traitement, puis éventuellement en attente d'information de la part du client. Et enfin, on va résoudre, puis clore le ticket une fois que le client aura validé la résolution. Donc dans notre cas, je voudrais prendre en charge le ticket pour le passer à en cours. Donc je voudrais en fait réaliser cette transition là, symbolisée par cette flèche, pour aller du statut en attente de support vers le statut en cours. Donc je ferme la vue du workflow. Et ici, je peux cliquer sur prendre en charge. Donc en cliquant sur prendre en charge, ça m'affiche un écran, une pop-up, qui me permet de remplir des champs. Ça c'est encore une fois complètement personnalisable, vous pouvez choisir ou non de demander à vos agents de remplir des champs lors des transitions. Là c'est utile quand même de pouvoir remplir le champ responsable. Donc le champ responsable dans Jira, ça veut dire quelle est la personne qui a une action à faire pour faire avancer le ticket. Par exemple, je peux très bien affecter le ticket à un de mes collègues, ou alors je peux me l'affecter à moi-même. Et éventuellement aussi, je peux ajouter un commentaire en passant. Là, je vais juste me l'affecter. Donc je fais ici prendre en charge. Et on va voir donc ici que le ticket a bien évolué dans son workflow. Maintenant, je suis passée dans l'état en cours. Et ici, le champ responsable est bien passé à ma valeur. Donc mon utilisateur, c'est bien moi maintenant qui suis responsable du ticket. Tant qu'on est sur la droite du ticket, on voit aussi juste au-dessus les SLA, donc les accords de niveau de service. Pour ce ticket, il me reste 2 heures pour la première réponse au client et 4 heures pour résoudre le ticket. Donc les SLA, ce sont tout simplement des compteurs que vous allez paramétrer sur des objectifs. Par exemple, pour un incident, on a 4 heures pour résoudre le ticket, pour une demande des services, on a 8 heures, etc. Si on continue à parcourir le ticket, ici un peu plus bas, on retombe sur une section dédiée à la base de connaissances, donc dédiée à Confluence. On peut partager des articles d'aide aux clients, ici on voit le bouton partager en tant que commentaire, ou on peut aussi retrouver une autre catégorie d'articles, par exemple des modes opératoires qui ne sont visibles que par l'équipe de support et qu'ils peuvent suivre pour diagnostiquer le problème. Donc les articles Confluence, ils peuvent à la fois aider le client pour résoudre en autonomie son problème, et l'équipe de support pour les aider en fait à suivre des procédures pour avancer sur les tickets. Et on arrive maintenant à la section commentaires. Donc en tant qu'agent, j'ai 2 options. Je peux soit, ici si je clique ici, on va voir que je peux soit partager un commentaire avec le client, donc ça va ajouter un commentaire public, soit ajouter un commentaire interne, donc qui sera caché au client. Donc par exemple, je peux mentionner un collègue, par exemple celui-ci, pour lui dire c'est la 3e fois qu'on m'ouvre ce type de ticket aujourd'hui.
Peux-tu regarder? Donc je vais commenter en interne, puisque c'est un commentaire qui est à l'attention de mon collègue. Et on va bien distinguer donc, le fait que c'est un commentaire interne, puisque ici, on a directement la mention interne. Donc pour vous montrer la différence, maintenant donc, je vais répondre au client. Je peux soit écrire un nouveau commentaire, donc partir de zéro, soit je peux aussi cliquer sur ce bouton et avoir accès à des modèles de réponse. Quand je clique ici, j'ai le choix parmi plusieurs modèles. On voit que quand je les survole ici, ça ajoute automatiquement le contenu dans le champ commentaire. Donc dans notre cas, on va typiquement choisir Investigation Outlook, puisque c'est un problème de mail. Donc le modèle de réponse, il nous permet d'insérer automatiquement le nom du client ici. Et il nous permet aussi d'ajouter du contenu prédéfini, que je peux très bien modifier. Par exemple ici, le client nous a déjà dit que le webmail, ça fonctionnait pas non plus, donc je vais supprimer la troisième étape. Et je peux envoyer ma réponse, donc je vais faire partager avec le client. Et donc là, on voit bien la différence entre les deux commentaires. On voit que ici, c'est un commentaire interne et que ici, il n'y a pas de précision. Donc a priori, c'est bien un commentaire partagé avec le client. Du coup, j'en profite, comme maintenant j'ai fait ma première réponse au client. Si je remonte tout en haut, je vois que ici, mon SLA s'est mis à jour. Maintenant, c'est bien une coche verte pour dire « Ok, on a été dans les temps, il nous restait encore 2 heures pour répondre, pour faire notre première réponse au client. Donc tout est bon, cet accord de niveau de service là, il est validé, on est dans les temps. » Je retourne maintenant sur la vue demandeur sur le portail client. Donc je vais mettre à jour ma page. Donc là, on voit plusieurs choses. On voit d'abord que le client, il a été tenu au courant comme quoi le ticket, il est passé à en cours. Et il voit donc uniquement le commentaire public, celui qu'on a choisi donc de partager avec le client. Il voit pas du tout le commentaire interne. Et je vous propose maintenant de voir ce que Jira Service Desk propose en reporting. À nouveau, on va avoir deux types de reporting. On va avoir le reporting côté client et le reporting côté agent. Côté client, je peux cliquer ici en haut sur Demande, Mes requêtes. Et ici, j'accède à tous les tickets que j'ai créés en tant que client. Donc je retrouve leur référence, le titre de mes tickets et leur statut. Donc ça, c'est les principales informations qui sont utiles. Et quand je clique ici sur les tickets, je vais pouvoir venir consulter l'historique de chacun d'entre eux et voir où ils en sont. Ça, c'est pour le reporting des clients. Et on a du reporting qui est plus avancé côté agent. Ici, on est sur cette vue donc qu'on appelle tableau de bord. Et on a plusieurs éléments qui indiquent des informations. En rouge ici, on voit un tableau à double entrée, avec à gauche, dans la colonne ici, la liste des personnes de mon équipe de support, et dans les colonnes ici, on retrouve les différents statuts des tickets. Ça va nous permettre d'avoir une vue d'ensemble sur la charge de travail dans l'équipe. Par exemple, si quelqu'un ici, je vois que quelqu'un a 10 tickets à faire, on va se dire qu'il a peut-être besoin d'aide et qu'il faut lui donner du renfort. En dessous ici, on peut récupérer des listes de tickets, donc on peut voir par exemple tous les tickets liés à une application en particulier, ou tous les tickets de type incident, ou tous les tickets de priorité haute, etc. Et sur la droite, on a mis des graphiques. Donc on peut avoir des graphiques circulaires pour voir la répartition des tickets par application par exemple. Encore une fois, ce sont des graphiques qui sont dynamiques, on peut cliquer dessus pour accéder à plus d'informations. Par exemple ici, je vois que c'est 83% de tickets relatifs à l'intranet, ça correspond à 47 tickets, et je peux cliquer ici pour aller voir en détail la liste de ces tickets. En dessous, ici, on a mis aussi des graphiques qui comparent le nombre de tickets créés, le nombre de tickets résolus dans les derniers jours. Donc en rouge, les tickets créés, en vert, les tickets résolus. Donc vous pouvez choisir si vous voulez voir ces graphiques-là sur une période de 7 jours, 14 jours, 1 mois, etc. Le grand avantage en fait de ces tableaux de bord, c'est qu'ils se mettent à jour en temps réel. Donc vous n'avez aucune action à effectuer pour avoir des données à jour. Et avant de terminer la démo, je voudrais vous montrer une dernière fonctionnalité de Jira Service Desk qui fait gagner du temps à beaucoup d'équipes, c'est les automatisations. En fait, vous pouvez créer des règles qui disent que quand tel événement se produit ici, si on respecte telle condition, alors on va effectuer telle action. Et c'est très utile, notamment pour tout ce qui est relance et clôture automatique de tickets. Donc par exemple, vous pouvez dire automatiquement, au bout de 7 jours sans nouvelles du client, on va le relancer. Et encore après ça, au bout de 7 jours, s'il ne nous a toujours pas répondu, on va clôturer le ticket. Donc pour terminer cette démo, on a vu donc que les 3 clés du succès de la satisfaction client sont le self-service, la simplicité et l'automatisation.
Donc d'abord le self-service, si vous proposez une base de connaissances à vos clients, donc comme Confluence par exemple, donc une base de connaissances, une FAQ disponible en quelques clics, vous rendez les demandeurs autonomes. Ils peuvent résoudre leurs problèmes avant même de créer un ticket. On a aussi la simplicité, donc avec le portail client, Jira Service Desk propose une vue dédiée aux demandeurs. Donc c'est vraiment une interface qui est pensée pour être simple et intuitive à utiliser, avec des formulaires personnalisables pour que vous puissiez simplifier au maximum l'expérience client. Et enfin, on a aussi l'automatisation. Donc grâce au moteur d'automatisation qu'on vient de voir, donc celui qui est proposé par Jira Service Desk, vous automatisez des actions répétitives, comme les relances clients, et votre équipe de support n'a plus à se charger de ces petites tâches et peut se concentrer sur sa vraie valeur ajoutée, c'est-à-dire qualifier, investiguer et résoudre les tickets de vos clients. Comme ça, vous réduisez la liste de tâches récurrentes de votre équipe de support. Sur ce schéma, on voit les 4 niveaux de support habituels, donc support niveau 3, niveau 2, niveau 1, et on voit aussi le niveau 0. C'est typiquement la base de connaissances que vous proposez en self-service à vos clients. Le but, c'est d'aller le plus vers la gauche possible. Plus le client peut résoudre lui-même ses tickets, plus le client est satisfait puisqu'il résout très vite son problème. Et par conséquent, ça réduit aussi vos coûts puisque vos agents ne passent plus de temps à travailler sur les petites demandes répétitives et ils se concentrent encore une fois vraiment sur leur valeur ajoutée, sur les tickets qui demandent de l'investigation. Donc on va maintenant passer à la dernière partie du webinaire. Avant de répondre à vos questions, je vous présente rapidement Twiby. Donc on est partenaire d'Atlassian, l'éditeur de Jira, et on est basé à Lyon. Notre équipe de consultants est notamment certifiée sur Jira Service Desk et sur Confluence, l'outil de base de connaissances. On accompagne les entreprises sur toute la durée des projets, donc analyse des besoins, études comparatives, installation, implémentation, jusqu'à la formation des utilisateurs. Donc voilà pour Twiby. Maintenant, on va pouvoir répondre à vos questions. Alors, juste le temps de basculer sur vos questions. Ok. Alors, la première question, c'est est-ce que Jira est disponible en version SaaS? Alors oui, Jira est disponible en version cloud, donc en version SaaS, mais c'est aussi disponible en version serveur, c'est-à-dire hébergé chez vous. Là, en l'occurrence, la démo qu'on vient de faire, c'était avec une version serveur. Il y a quelques différences de fonctionnalités entre Jira Cloud et Jira Server. Donc, c'est quelque chose à étudier avant de faire votre choix. C'est pas quelque chose de trivial non plus. Parce qu'il y a notamment en fait, des différences de fonctionnalités et il y a aussi des différences au niveau du mode de licence, puisqu'en cloud, c'est une souscription, alors qu'en serveur, vous disposez de licences perpétuelles. N'hésitez pas à me reposer des questions si jamais ma réponse n'est pas assez précise, n'hésitez pas. La seconde question, les articles que l'on peut rechercher sont-ils multilangues? Alors, donc cette question, elle est sur l'intégration entre Jira et Confluence. Donc en fait, dans Jira Service Desk, quand on tape ces mots-clés dans la barre de recherche, on va aller chercher les articles Confluence qui contiennent ces mots-clés. Donc si vous avez des utilisateurs anglais et français, par exemple, il vous suffit de créer votre article d'aide en français et en anglais. Du coup, vous allez avoir une page Confluence en français et une autre page en anglais. Et ça vous permettra, depuis la barre de recherche de Jira, d'aller chercher dans ces deux pages. L'écran d'accueil peut-il être différent en fonction de la personne qui se connecte? La partie RH est plutôt interne à l'entreprise, alors que la déclaration de bug est plutôt client. Alors effectivement, c'est pas la même population qui va utiliser ces différents formulaires. Donc là, on a plusieurs options possibles. Soit vous allez faire un portail par thématique. Donc par exemple, vous allez avoir un portail RH, un autre portail support informatique. Et grâce à ça, vous allez pouvoir dire l'équipe RH, elle a accès au portail RH et au portail informatique. Par contre, les utilisateurs classiques, entre guillemets, ils n'auront accès qu'au portail support informatique. Donc ça, c'est la première possibilité. Soit vous pouvez aussi utiliser un add-on, donc un module complémentaire, pour personnaliser les formulaires proposés aux clients selon leur profil. Donc par exemple, vous allez pouvoir dire, selon le groupe auquel ils appartiennent dans l'AD, donc dans votre Active Directory, ils vont avoir accès à tel ou tel formulaire. Donc vous avez ces deux options. Soit vous faites des portails différents, soit vous filtrez selon les groupes d'appartenance des clients. Après, on a une autre question qui est toujours relative aux langues. Quelqu'un qui demande, j'ai des utilisateurs anglais et français, comment est-ce que c'est géré dans Jira? Alors, les clients, ils peuvent choisir la langue de leur portail.
En fait, on a vu tout à l'heure, en haut à droite, le client, donc il a son propre profil et il peut choisir du coup la langue qu'il veut utiliser. Donc il peut choisir parmi plusieurs langues comme l'anglais, le français, l'allemand, le norvégien, etc. Ce qui fait que les champs sont affichés dans la langue choisie par l'utilisateur. Et il y a aussi plusieurs champs qu'on peut contrôler complètement, donc comme le nom du portail, le texte de description, le nom des types de tickets, le statut affiché sur le portail, etc. Donc on peut écrire dans la langue qu'on veut. Ensuite, Jira fait-il la gestion de parc? Alors oui, c'est possible de gérer un parc dans Jira Service Desk avec l'add-on, donc le module complémentaire qui s'appelle Insight. Ce module-là, il va nous permettre de créer une CMDB, donc une Configuration Management Database, donc en fait un inventaire, directement dans Jira. Et c'est très intéressant d'utiliser Insight avec Jira Service Desk, puisque ça donne la possibilité à vos clients de choisir directement depuis le portail l'élément impacté par son incident, par exemple. Vous pouvez aussi faire en sorte de restreindre la liste d'éléments proposés aux clients. Donc, par exemple, si j'utilise un ordinateur, on va me proposer uniquement l'ordinateur associé à mon profil et pas les 300 autres ordinateurs de l'entreprise. Ensuite, est-ce qu'il existe une distinction entre demande et incident? Peut-on sortir des stats associés? Alors oui, on peut avoir une distinction entre demande et incident. Vous pouvez tout à fait créer des types de demandes différents. En général, on fait un type de demande par process ITIL, donc demande, incident, problème, changement. Et vous allez pouvoir même avoir un workflow différent, donc un cycle de vie différent entre les différents types de demandes, si besoin. Et vous allez aussi pouvoir avoir des champs différents selon les demandes. Donc, il y a, par exemple, pour les changements, on va avoir la date du comité pour l'approbation du changement, etc. Ce sont des champs dont on n'a pas forcément besoin pour les autres types de demandes. Du coup, vous allez pouvoir personnaliser les formulaires pour chacun de ces types. Et pour la deuxième partie de la question, peut-on sortir des stats associées? Oui, vous allez pouvoir faire des statistiques, donc soit graphiques. Donc, par exemple, vous allez pouvoir faire un camembert, en fait, un graphique circulaire pour voir la répartition des types de demandes qui vous ont été ouverts. Soit vous pouvez aussi faire des statistiques plus classiques avec un tableau tout simplement qui va venir compter mois par mois, par exemple, le nombre de tickets de chaque type qui ont été ouverts. Autre question, l'utilisation de l'Active Directory fonctionne avec la version cloud et version serveur. Alors avec la version serveur, c'est natif. Donc vous avez juste vous installer Jira et c'est bon, vous pouvez vous connecter directement à votre AD. Par contre, avec la version cloud, donc ça fonctionne aussi, mais il va vous falloir un module en plus qui est édité par Atlassian, qui s'appelle Atlassian Access. Et c'est uniquement avec ce module-là que vous allez pouvoir vous connecter à votre AD. Sachant aussi qu'aujourd'hui, pour l'instant, il n'y a pas tous les AD qui sont compatibles. Donc, c'est quelque chose à étudier. Il faut voir si l'AD que vous utilisez aujourd'hui dans votre entreprise va pouvoir s'intégrer à Jira Cloud. Ensuite, est-ce qu'on peut connecter Jira à Centréon? Alors oui, de manière générale, on peut intégrer Jira en fait aux outils de votre OSI. Donc soit via les API REST, soit via email par exemple. Ce qu'on retrouve souvent chez nos clients, c'est que en fait, l'outil de monitoring, donc comme Centréon, envoie un email à Jira pour certaines alertes, ce qui crée des tickets du coup dans Jira. Donc après, ça dépend en fait de l'intégration que vous voulez faire entre Jira et Centréon, du coup notamment là dans ce cas. On a plusieurs solutions possibles pour faire la connexion. Alors, je crois que j'ai répondu à toutes les questions qui ont été posées pour l'instant. Peut-on demander une validation au manager du demandeur avant un paramétrage? Oui, alors effectivement, c'est une fonctionnalité qu'on n'a pas vue dans la démo, mais Jira Service Desk propose des approbations. Donc, vous pouvez très bien dire, par exemple, quand quelqu'un demande un nouvel ordinateur, par exemple, vous voulez que son manager approuve la demande avant de lancer la commande du nouvel ordinateur. Du coup, vous pouvez très bien, effectivement, ajouter une étape d'approbation. Et du coup, ça ajoutera des boutons approuver ou rejeter directement sur le portail. Le manager, notamment, pourra recevoir un email et approuver ou rejeter directement depuis l'email, sans avoir besoin de se connecter sur le portail pour faire l'action. Et du coup, après, vous pouvez avoir des cycles de vie qui prennent en compte cette approbation pour savoir du coup sur quelle branche vous partez pour traiter la demande. Donc ça, c'est natif dans Jira Service Desk où vous pouvez gérer les approbations. En version serveur, est-il possible de mettre le portail d'accueil client dans un extranet, par exemple?
Alors, ça va être compliqué du coup d'embarquer le portail client dans un autre site, vu que le portail client en lui-même, en fait, c'est un site. Après, il faudrait voir en fait le besoin qu'il y a derrière. En général, nos clients, ils mettent tout simplement un lien en fait vers le portail Jira Service Desk pour que du coup, depuis l'intranet, les gens puissent savoir vers où se tourner en fait pour créer leur ticket. Après, on a aussi des modules qui existent dans Jira Service Desk pour vraiment refaire complètement l'interface. Et on a aussi des clients qui utilisent du coup Jira Service Desk en fait en tant que presque intranet en fait, puisque du coup c'est ici qu'ils partagent les nouvelles et qu'ils ajoutent des liens vers les autres outils de votre entreprise. Je vais vous laisser encore quelques minutes si jamais d'autres personnes ont encore des questions. N'hésitez pas si vous en avez en tête. Alors, si un de nos clients utilise Jira, est-il possible de connecter la base cliente avec celle de l'entreprise? Alors ça va dépendre en fait, encore une fois, quel type de connexion vous voulez faire avec ce Jira. Il y a c'est tout à fait possible en tout cas de lier plusieurs Jira entre eux. Après, souvent, on a la problématique du coup des droits d'accès, puisque j'imagine que si vous avez un client qui utilise Jira, votre client ne veut pas que vous accédiez à toutes ces demandes et inversement. Donc il y a une problématique comme ça de droits d'accès qu'il faut prendre en compte. Mais c'est tout à fait possible, en tout cas, de connecter plusieurs Jira entre eux pour pouvoir, par exemple, lier des demandes entre elles ou pour pouvoir mentionner d'autres personnes. Après, voilà, c'est vrai que du coup, la connexion entre deux Jira, ça peut être très vaste. Donc, il faudrait peut-être creuser un petit peu plus ce besoin pour voir quel type de connexion vous voudriez, en fait. Je crois, du coup, qu'a priori, on a fait le tour des questions. A priori, c'est bon, il n'y a plus de questions de dernière minute. Ah si, il y a une dernière question qui vient juste d'arriver. Peut-on gérer le temps de traitement d'un ticket? Alors, le temps de traitement, du coup, ça va être soit avec les SLA, donc les SLA qu'on a vu tout à l'heure, où on a un compteur qui se déclenche automatiquement pour, par exemple, à la création du ticket, et le compteur va s'arrêter automatiquement à la résolution du ticket. Donc, il y a les SLA comme ça qui permettent de faire des statistiques sur les temps de traitement. Ou sinon, si vous parlez de la saisie des temps, par exemple, des agents, on peut aussi gérer ça dans Jira. Vos agents peuvent saisir le temps qu'ils passent en fait à traiter un ticket. Ils peuvent aussi ajouter un commentaire. Par exemple, ils peuvent dire là, j'ai passé 10 minutes à qualifier le ticket, puis après, maintenant, j'ai passé 15 minutes à investiguer, 10 minutes à le résoudre, etc. Donc, pour le temps de traitement, on a à la fois les SLA pour savoir vraiment combien de temps le ticket est resté ouvert, par exemple, et à la fois aussi, on a le suivi des temps pour les agents en eux-mêmes pour savoir ce qu'ils ont fait et combien de temps ils ont passé par action et par ticket. Et vous avez d'ailleurs aussi du reporting là-dessus où vous pouvez savoir du coup combien de temps, par exemple, au total, telle personne a passé sur tel ticket ou sur tel projet. Ok, je crois du coup qu'on a répondu à toutes les questions qui ont été posées. Donc on va pouvoir s'arrêter là. Si vous avez des questions qui vous viennent en tête suite au webinaire, n'hésitez pas à me contacter par email directement. Vous avez mes coordonnées qui sont affichées ici. Encore merci en tout cas à tous d'avoir suivi notre webinaire. Vous recevrez le replay par email là dans quelques minutes. Donc n'hésitez pas si vous voulez revoir la démo, si vous avez des questions qui vous reviennent en tête. Merci à tous et bon après-midi.